Mais je me dis, si on ferme les yeux sur ce qu'eux, ils font, qu'est-ce que ça sera le jour où ils nous feront des choses à nous, au reste du monde? Qu'est-ce que ça sera le jour où Trump voudra s'en prendre au Mexique? Ou que les États-Unis voudront s'en prendre au Mexique? Ou à l'Amérique du Sud? Ou que les Européens voudront venir faire des choses en Afrique? Comme toujours, c'est toujours les plus lâches. C'est toujours les gens de plateau, les bobos, ceux qui sont les derniers que tu penses trouver au front, qui sont là. Oui, il faut qu'on aille, il faut qu'on bombarde, il faut qu'on tue, il faut qu'on élimine. C'est bien ce qu'on a fait. On a caché la défaite de ce pays en s'en prenant à l'Iran. Toute cette chorégraphie a été mise en place pour cacher la défaite de cet homme et surtout pour lui permettre de continuer à rester au pouvoir parce que la justice israélienne ou la justice de son pays a dit que on ne pouvait plus poursuivre la procédure qui était contre lui parce que l'état du pays actuel nécessitait sa présence continue dans l'exercice de ses fonctions. Ici, notez que 3 fois en 6 mois, ces gens-là ont violé leurs obligations par rapport au traité. Mais ils sont les premiers à rappeler que l'Iran ne fait pas ce qu'elle veut et que l'Iran a l'obligation de laisser les gens de la IEA là, qui ont trahi l'Iran, de retourner là-bas vérifier les informations qu'ils n'ont plus. Il y a des enfants, il y a des vieux, il y a des femmes qui sont dans les geôles israéliens, qui, pour certains, n'ont même jamais été jugés pour ce pourquoi ils ont été arrêtés. Mais on est toujours là en train de pleurer 250 Israéliens comme si c'était la fin du monde pour eux. Nous allons revenir à l'actualité de l'Occident. Et sans doute en passant, si je vois l'actualité intéressante, je noterai. Ok, bon. Premièrement, il y a quelqu'un qui vient de me parler du voyage de Netanyahou à Washington. Donc, nous allons écouter 2 vidéos ici de France 24 par rapport à ça. Netanyahou avant de partir et Netanyahou à Washington. Pour la 3e fois en moins de 6 mois, Benjamin Netanyahou s'envole pour les États-Unis afin de rencontrer Donald Trump. Le Premier ministre israélien veut tout faire pour obtenir un accord et faire rentrer les derniers otages israéliens chez eux. Nous agissons pour parvenir à cet accord dont il a été question, aux conditions que nous avons acceptées. J'ai envoyé une équipe de négociation avec des instructions claires. Je pense que la rencontre avec le président Trump peut certainement contribuer à faire avancer ce résultat que nous espérons tous. La proposition sur la table, négociée en parallèle à Doha, comprend une trêve de 60 jours pendant laquelle le Hamas relâcherait 10 otages encore en vie, ainsi que les corps des otages décédés en échange de la libération de prisonniers palestiniens. Mais le mouvement islamiste a réclamé des changements portant sur les modalités de retrait des troupes israéliennes de Gaza ou encore sur la reprise en main de la distribution de l'aide humanitaire par l'ONU. Des changements jugés inacceptables par Benjamin Netanyahou. Malgré tout, de son côté, Donald Trump se veut optimiste. Je pense qu'il y a de bonnes chances que nous ayons un accord avec le Hamas au cours de la semaine prochaine, en ce qui concerne un grand nombre d'otages. Vous savez, nous avons libéré un grand nombre d'otages, et en ce qui concerne les otages restants, un grand nombre d'eux seront libérés. Nous pensons que cela sera fait cette semaine. Une première trêve d'une semaine en novembre 2023, puis une seconde de 2 mois début 2025, avait déjà permis le retour de nombreux otages israéliens en échange de la libération de prisonniers palestiniens. Sur les 251 personnes enlevées le 7 octobre 2023, 49 sont toujours retenues à Gaza, dont 27 ont été déclarés morts par l'armée israélienne. Ok, donc là, on a la présentation de l'accord de Netanyahou qui va là-bas et de Trump qui dit qu'il est possible qu'ils aient un accord. Moi, c'est que je voulais, après avoir vu ça, voilà. Ici, on va voir celui-ci.
A priori, cette fois, c'est plus sérieux que d'habitude pour 3 raisons. D'abord, il y a la pression américaine. On vient d'entendre Donald Trump. Et Donald Trump, eh bien, après avoir apporté son aide à Israël lors de l'intervention en Iran, notamment, on s'en souvient, avec ces fameux bombes de forte puissance, eh bien, il s'attend à ce que Benyamin Netanyahou lui rende la monnaie de la pièce, c'est-à-dire parvienne à un accord avec le Hamas. C'est ce que souhaite par-dessus tout Donald Trump pour montrer qu'il parvient à aboutir à des résultats au Proche-Orient. Il y a ensuite, bien sûr, l'épuisement militaire du Hamas. Ce matin encore, eh bien, un chef du mouvement islamiste faisait savoir, eh bien, qu'il ne contrôlait plus grand-chose dans la bande de Gaza. Des dizaines de milliers de ses combattants ont été tués par l'armée israélienne. La population est à bout, on le sait, notamment à cause de la faim. Il y a des incidents quasiment quotidiens au point de distribution, notamment au point de distribution américain. Les Gazaouis veulent donc en finir. Et troisième raison, eh bien, en Israël aussi, il y a une lassitude. C'est la guerre la plus longue de l'histoire de l'État d'Israël. Elle est meurtrière pour l'armée israélienne et la population veut retrouver ses otages. Et puis Stéphane, en Israël, il y a une polémique qui enfle alors que nos premiers ultra-orthodoxes reçoivent leur convocation au service militaire. Oui, absolument. C'est un dossier extrêmement sensible pour Benyamin Netanyahou, car les orthodoxes sont une composante essentielle de sa coalition. S'il quitte la coalition, il n'y a plus de gouvernement. Or, les orthodoxes protestent contre ces convocations qui leur sont envoyées. Vous savez qu'ils sont dispensés par principe du service militaire depuis 1948, mais ils deviennent extrêmement nombreux. Et toute une partie de la population israélienne, eh bien, ne supporte plus de voir que les orthodoxes sont dispensés alors que leurs enfants, eh bien, vont à la guerre et parfois y meurent. Il y a donc une pression très forte de toute une partie de la coalition Netanyahou, l'aile laïque de sa coalition, contre l'aile orthodoxe. Et c'est justement, eh bien, ce conflit qui menace l'équilibre de la coalition de Benyamin Netanyahou, même s'il a réussi à plusieurs reprises à désamorcer les choses et à permettre, eh bien, à ces deux composantes de continuer à siéger ensemble au gouvernement. Ok. Bon, une fois qu'on a vu ces deux informations, moi, c'est que j'en tire, premièrement, et j'aimerais juste dans le cadre de ce live revenir sur ça, parce qu'il y aura encore autre chose à dire après. Premièrement sur ça. Pour la 3e fois en moins de 6 mois, Benyamin Netanyahou s'envole pour les États-Unis afin de rencontrer Donald Trump. Le Premier ministre israélien veut tout faire pour obtenir un accord et faire rentrer les derniers otages israéliens chez eux. Voilà. Moi, la première chose ici, c'est ce qui a été dit ici. L'information qui n'a pas été dite. Pour la 3e fois en 6 mois. Pour la 3e fois en 6 mois, comme le montrent la plupart des tweets, pour la 3e fois en 6 mois, l'avion de Netanyahou va traverser l'Italie, la France, et monter ensuite vers les États-Unis. Je ne sais pas dans ce chemin si elle va aussi traverser l'Angleterre. Donc des pays membres de la CPI qui ont signé le traité de Rome voient l'avion d'une personne sous mandat d'arrêt international traverser leur ciel et pourtant ne font rien. Ici, notez que 3 fois en 6 mois, ces gens-là ont violé leurs obligations par rapport au traité. Mais ils sont les premiers à rappeler que l'Iran ne fait pas ce qu'elle veut et que l'Iran a l'obligation de laisser les gens de l'AIEA là, qui ont trahi l'Iran, de retourner là-bas vérifier les informations qu'ils n'ont plus. Mais eux, l'obligation d'arrêter Netanyahou ou de l'empêcher de traverser leur territoire, ça ne les dérange pas. S'ils n'étaient pas signataires comme les États-Unis, qui est d'un cynisme sans nom, on aurait compris. Mais eux, ils sont signataires. Mais dans leur cas, à eux, c'est pas grave. Moi, la première chose que je note, c'est ça. Donc ici, il faut ne pas oublier ce qu'ils font. Pour leur rappeler, quand le moment viendra, que les gens qui ont tué le droit international, que le droit international que nous ne voudrons plus respecter ou que le reste du monde ne voudra plus respecter, c'est bien eux-mêmes les premiers à le faire. Nous agissons pour parvenir à cet accord dont il a été question, aux conditions que nous avons acceptées. J'ai envoyé une équipe de négociation avec des instructions claires. Je pense que la rencontre avec le président Trump peut certainement contribuer à faire avancer ce résultat que nous espérons tous. La proposition sur la Voilà. L'accord, nous venons de l'attendre et ici, il ne précise pas. Il ne précise pas l'accord. La deuxième chose, c'est ça.
Je ne sais même pas pourquoi on nous montre qu'est-ce qu'il raconte ici, puisque l'accord, on ne nous dit pas qu'est-ce que c'est. Ben, on va nous le dire. La table négociée en parallèle à Doha comprend une trêve de 60 jours pendant laquelle le Hamas relâcherait 10 otages encore en vie, ainsi que les corps des otages décédés en échange de la libération de prisonniers palestiniens. Mais le mouvement islamiste a réclamé des changements portant sur les modalités de retrait des troupes israéliennes de Gaza ou encore sur la reprise en main de la distribution de l'aide humanitaire par l'ONU. Des changements jugés inacceptables par Benjamin Netanyahou. Malgré tout, de son côté, Donald Trump se veut optimiste. Et je ne comprends pas pourquoi tous ces gens-là, pourquoi tous ces Occidentaux n'ont même pas de honte à venir dire que on va vers un cessez-le-feu, on réclame un cessez-le-feu ou que Benjamin Netanyahou trouve qu'il est inacceptable le cessez-le-feu. Nous avons bien vu que ce qu'ils font à Gaza est un massacre parce qu'ils utilisent des munitions, des bombes, des missiles indiscriminés qui ne cherchent pas à éliminer leur cible. Ils cherchent à éliminer la population. Nous avons bien vu en Iran. En Iran, ils se sont pas amusés, quoique, jusqu'à un certain nombre, à agir comme ils agissaient à Gaza, comme par hasard. Forts avec les faibles avec les forts. Et nous avons bien vu la claque qu'ils se sont pris. Et ici, moi, ce qui me choque, c'est qu'on a personne qui vient dire que voilà, c'est bon. Si vous avez été capable de faire une trêve où vous n'avez rien obtenu avec l'Iran, vous êtes capable de donner une trêve à Gaza, surtout à la population de Gaza, parce que eux, contrairement à l'Iran, ne vous ont rien fait. Ce n'est même pas une guerre, comme ces gens-là continuent à le dire, puisqu'il n'y a pas d'armée en face. Je pense qu'il y a de bonnes chances que nous ayons un accord avec le Hamas au cours de la semaine prochaine, en ce qui concerne un grand nombre d'otages. Vous savez, nous avons libéré un grand nombre d'otages, et en ce qui concerne les otages restants, un grand nombre d'eux seront libérés. Nous pensons que cela sera fait cette semaine. Une première trêve d'une semaine en novembre 2023, puis une seconde de 2 mois début 2025, avait déjà permis le retour de nombreux otages israéliens en échange de la libération de prisonniers palestiniens. Sur les 251 personnes enlevées le 7 octobre 2023, 49 sont toujours retenues à Gaza, dont 27 ont été déclarés morts par l'armée israélienne. Et surtout, moi, ce qui m'énerve quand j'attends ce genre d'informations, c'est qu'ils font comme si dans les geôles israéliens, c'est pas rempli de Palestiniens. Il y a des enfants, il y a des vieux, il y a des femmes qui sont dans les geôles israéliens, qui, pour certains, n'ont même jamais été jugés pour ce pourquoi ils ont été arrêtés. Mais on est toujours là en train de pleurer 250 Israéliens comme si c'était la fin du monde pour eux. Mais les autres qui sont en prison là-bas, là, dont on n'entend jamais parler, qui se plaint d'eux? Ensuite, on commente Netanyahou à Washington, puisque là on était en train de parler de son départ. A priori, cette fois, c'est plus sérieux que d'habitude pour 3 raisons. D'abord, il y a la pression américaine. On vient d'entendre Donald Trump. Et Donald Trump, eh bien, après avoir apporté son aide à Israël lors de l'intervention en Iran, notamment, on s'en souvient, avec ces fameux bombes de forte puissance, eh bien, il s'attend à ce que Benjamin Netanyahou lui rende la monnaie de la pièce, c'est-à-dire parvienne à un accord avec le Hamas. C'est ce que souhaite par-dessus tout Donald Trump pour montrer qu'il parvient à aboutir à des résultats au Proche-Orient. Il y a... Ben oui, il lui a sauvé les fesses. Il lui a sauvé les fesses à Netanyahou, c'est pour cela. Même que Netanyahou lui est redevable. Netanyahou avait à amener son pays dans un cul-de-sac et s'est pris une bite pilotée par l'Iran. Et désormais, il est redevable à Trump parce que si Trump n'arrivait pas, il n'avait aucun moyen d'accepter sa défaite. On a caché la défaite de ce pays en s'en prenant à l'Iran. Toute cette chorégraphie a été mise en place pour cacher la défaite de cet homme et surtout pour lui permettre de continuer à rester au pouvoir parce que la justice israélienne ou la justice de son pays a dit que on ne pouvait plus poursuivre la procédure qui était contre lui parce que l'état du pays actuel nécessitait sa présence continue dans l'exercice de ses fonctions. Donc ce monsieur
et est parti embourber son pays, les États-Unis, pour sauver sa propre gueule. Mais apparemment, même ça ne le met pas à l'abri de ce qu'il attend. Ensuite, bien sûr, l'épuisement militaire du Hamas. Ce matin encore, un chef du mouvement islamiste faisait savoir qu'il ne contrôlait plus grand-chose dans la bande de Gaza. Des dizaines de milliers de ses combattants ont été tués par l'armée israélienne. La population est à bout, on le sait, notamment à cause de la faim. Il y a des incidents quasiment quotidiens au point de distribution, notamment au point de distribution américain. Les Gazaouis veulent donc en finir. Et troisième raison, en Israël aussi. Et c'était ça aussi. Dans les points de négociation, la reprise de distribution de nourriture par l'ONU, ça n'émeut personne. Ils ont réussi à foutre l'ONU dehors et à eux-mêmes reprendre la distribution de nourriture pour faire ce qu'ils ont fait. Même si on pouvait avoir des choses à redire à l'UNRWA. Je ne me souviens pas que sous l'UNRWA, la distribution de nourriture est tournée au carnage que nous avons vu ces gens-là faire. Il y a une lassitude, c'est la guerre la plus longue de l'histoire de l'État d'Israël. Elle est meurtrière pour l'armée israélienne et la population veut retrouver ses otages. Et puis Stéphane, en Israël, il y a une polémique qui enfle alors que nos premiers ultra-orthodoxes reçoivent leur... Et surtout, excusez-moi de faire encore une coupure. Il dit, c'est la guerre la plus longue. Où voit-il une guerre? Où voit-il une guerre? La seule guerre qu'ils ont tenté de faire dans cette campagne au bout de 18 mois, c'est ce qu'ils ont voulu essayer en Iran et ils ont perdu en 10 jours. Ils ont perdu en 12 jours. Les dégâts étaient tels qu'on a été obligé de venir leur sauver la mise. Où voit-il une guerre? A-t-il vu un missile du Hamas atterrir en Israël? A-t-il vu un avion, une artillerie, un bataillon se battre là-bas? Ils n'ont même pas honte. Ils vont avec des chars contre des gens. N'importe quoi. Ça m'énerve même. Leur convocation au service militaire. Oui, absolument. C'est un dossier extrêmement sensible pour Benyamin Netanyahou, car les orthodoxes sont une composante essentielle de sa coalition. S'il quitte la coalition, il n'y a plus de gouvernement. Or, les orthodoxes protestent contre ces convocations qui leur sont envoyées. Vous savez qu'ils sont dispensés par principe du service militaire depuis 1948, mais ils deviennent extrêmement nombreux. Et toute une partie de la population israélienne ne supporte plus de voir que... Et voilà. Comme toujours, c'est toujours les plus lâches qui sont pour les extrêmes. C'est comme quand tu vois en France. C'est toujours les gens de plateau, les bobos, ceux qui sont les derniers que tu penses trouver au front, qui sont là. Oui, il faut qu'on y aille, il faut qu'on bombarde, il faut qu'on tue, il faut qu'on élimine. C'est bien ce qu'on a fait. Regarde. Ces gens-là, quand tu vois des manifestations hostiles envers les Palestiniens et tout ça, ils sont en première ligne. Et on vous dit, c'est eux les premiers soutiens de Netanyahou. Mais comme par hasard, les premiers soutiens de Netanyahou ne sont pas ceux qui vont mourir. Et maintenant, j'espère qu'on va tous les envoyer. J'espère qu'on va envoyer leurs enfants aller mourir comme les enfants des autres. Et comme ça, ils vont voir c'est quoi le prix de la guerre. Les orthodoxes sont dispensés alors que leurs enfants vont à la guerre et parfois y meurent. Il y a donc une pression très forte de toute une partie de la coalition Netanyahou, l'aile laïque de sa coalition contre l'aile orthodoxe. Et c'est justement ce conflit qui menace l'équilibre de la coalition de Benyamin Netanyahou, même s'il a réussi à plusieurs reprises à désamorcer les choses et à permettre à ces deux composantes de continuer à siéger ensemble au gouvernement. En tout cas, des fois même, j'ai même pas envie de parler de ces gens-là, mais c'est tellement énervant. Je me dis que ça devrait être oublié. Mais je me dis, si on ferme les yeux sur ce qu'eux, ils font, qu'est-ce que ça sera le jour où ils nous feront des choses à nous, au reste du monde? Qu'est-ce que ça sera le jour où Trump voudra s'en prendre au Mexique? Ou que les États-Unis voudront s'en prendre au Mexique? Ou à l'Amérique du Sud? Ou que les Européens voudront venir faire des choses en Afrique? On ne peut pas fermer les yeux. On est obligé de dénoncer. Et surtout, il faut regarder, apprendre de tous les mécanismes, de toutes les machinations que ces gens-là font. Parce que ce sont ces mêmes mécanismes qui sont copiés pour être reproduits par les dirigeants incompétents qui sont en Afrique. Je ne dis pas que tous les dirigeants en Afrique sont incompétents, mais les plus incompétents sont les premiers à copier Macron, comme on a vu Macky Sall faire, comme on voit maintenant au Togo se faire.
comme on voit, comment il s'appelle, Kagame faire. C'est exactement la même chose. Merci à tous de m'avoir accompagné et bonne journée à vous tous. Peace out.